A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Quand Trump dit il essaye de convaincre les Américains qu'il attaque l'Iran parce qu'il y a une menace que l'Iran ait la bombe nucléaire, c'est faux. Des manifestants nombreux, galvanisés et appelant à la liberté. La répression des manifestations en Iran aurait fait entre 3 000 et 30 000 morts. Je pense, moi, qu'il y a une instrumentalisation de la colère des Iraniens. L'Iran est en position de faiblesse et bon, maintenant, personne gros ne va protester parce qu'on respecte plus le droit international. Je suis désolé, c'est deux choses différentes. Du côté du bilan humain, plusieurs centaines de personnes sont mortes en Iran depuis le début des frappes israélo-américaines, selon le Croissant Rouge iranien. D'un coup, c'est oublier des règles dans l'enthousiasme pour la guerre du moment et en oubliant les victimes civiles. Je trouve que c'est un peu effarant et c'est très inquiétant. Thierry Coville, je suis chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Ça m'a pas surpris parce que Donald Trump n'a pas arrêté de menacer l'Iran d'une guerre si les négociations ne se concluaient pas selon son souhait et qu'il avait quand même envoyé dans le Golfe Persique toute une armada de navires. Cette guerre était envisagée quasiment par tout le monde. D'après ce qu'on sait, il y avait quand même des propositions iraniennes en ce qui concerne le nucléaire, notamment une suspension de l'enrichissement d'uranium pendant le mandat de Trump et une demande de l'Iran par la suite qu'ils aient quand même le droit d'enrichir l'uranium à un certain niveau sans atteindre le niveau qui permette la fabrication de la bombe atomique, tout ça sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Si Donald Trump voulait une reddition entre guillemets totale de l'Iran, on savait très bien qu'il y obtiendrait pas. Comment savoir? Est-ce qu'il a fait semblant de négocier? Est-ce qu'il était sérieux? Mais disons, on peut pas non plus dire que, enfin, ce que j'entends, le cliché comme quoi les Iraniens gagnaient du temps, etc. Mais c'est faux. Enfin, je veux dire, ils savaient très bien qu'il y avait un risque de guerre. Donc, ils ont quand même proposé de suspendre l'enrichissement d'uranium pendant le mandat de Trump. Donc, c'est également faux. Quand Trump dit il essaye de convaincre les Américains qu'il attaque l'Iran parce qu'il y a une menace que l'Iran ait la bombe nucléaire, c'est faux. Parce que l'Iran a arrêté d'enrichir l'uranium depuis la guerre des 12 jours. Trump attaque et, à mon avis, moi, ce que je vois comme le point clé, c'est qu'il a été persuadé par ses conseillers, notamment les conseillers néoconservateurs Marco Rubio autour de lui, par Netanyahou très clairement, que l'Iran est en position de faiblesse, donc c'était le bon moment pour attaquer. Donc ça devient le seul argument, il peut pas le dire, mais c'est le seul argument qui justifie cette attaque. Ceux qui ont vendu cette attaque à Trump, oui, vous allez voir, l'Iran va s'effondrer, et puis ensuite il y aura une belle démocratie avec Reza Pahlavi qui va s'occuper de la transition. Ça s'annonce beaucoup plus compliqué que ça. Je pense, moi, qu'il y a une instrumentalisation de la colère des Iraniens, qui, c'est vrai pour certains, demandaient l'attaque américaine et l'attaque israélienne. Il y a une instrumentalisation de cette colère. Quelque part, ces manifestations et la répression, la tuerie du régime devient, voilà, l'Iran est en position de faiblesse et bon, donc maintenant, personne, gros, ne va protester parce qu'on respecte plus le droit international. Je suis désolé. Il y a des milliers de morts en Iran suite à cette répression, mais est-ce que c'est une raison pour, malheureusement, certains politiciens français, à mon avis, alors là, ça devient n'importe quoi. Pourquoi on respecterait plus le droit international? Donc maintenant, n'importe qui peut attaquer n'importe qui. Il y a même plus d'avoir les arguments utilisés, comme je vous l'ai dit, la menace d'une bombe nucléaire iranienne, c'est faux. Enfin, factuellement, c'est faux. Israël, il y a même plus d'arguments. Oui, c'est une attaque préventive qui n'existe pas dans le droit international, et parce qu'il y a un programme balistique iranien. Dans ces cas-là, d'après ce que j'ai compris, il faut avoir des preuves qu'il y avait une attaque imminente. Les Israéliens n'ont pas de documents, parce que c'est pas vrai que les Iraniens n'allaient pas attaquer par des missiles Israël. Enfin, donc voilà, ils sont pas irrationnels à ce moment-là. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut séparer les choses, même si je comprends l'émotion et la colère. Voilà, face à cette tuerie de masse, de la répression du pouvoir iranien en janvier, mais c'est quand même grave ce qui se passe. C'est qu'on laisse la première puissance occidentale, première puissance militaire du monde et son allié israélien attaquer un pays, voilà, sans raison. Il n'y a pas de raison valable vis-à-vis du droit international, et c'est ok. Donc oui, parce que voilà, c'est l'Iran, on laisse passer. Bon, demain c'est quel autre pays, quoi. Donc ça veut dire que le droit international n'existe plus. Enfin, qui décide qu'on doit le respecter ou pas? Parce que je veux dire, on voit très bien. Quand c'est le Groenland, tout d'un coup, moi j'ai vu un argument de
la responsable politique étrangère européenne, toi c'est le Groenland. Attention, ah non, Trump n'a pas le droit, c'est le droit international. Donc le droit international, c'est quand ça nous arrange, et quand ça nous arrange pas, c'est plus le droit international. Donc c'est un monde très dangereux qu'on est en train de créer. Il y a quand même des victimes civiles. Je voyais déjà 555 morts officiellement de la part les Iraniens viennent de l'annoncer. Il y en aura malheureusement sans doute plus, mais du côté israélien également, du côté des pays arabes autour du Golfe Persique. Donc voilà, donc c'est ok, c'est le coup à payer, quoi. Non mais je dis, c'est illégal du point de vue du droit international. Donc quel monde on est en train de préparer quand même en laissant passer notamment du côté européen cette attaque. Quand on fait des prévisions, la première chose qu'on apprend, c'est qu'on se trompe. Il y a quand même un niveau c'est ça qui est quelque part dramatique, un niveau d'éducation qui a fortement progressé en Iran. Là, je veux dire, quand on écoute les intellectuels ou même les professeurs iraniens parler, c'est passionnant. Et il y en a un qui disait, l'Iran est un pays complexe, donc toute solution binaire est à côté de la plaque. Et je pense que c'est très vrai. On peut parler d'une polarisation de la société avec deux groupes qui se détestent, qui se haïssent. Donc effectivement, les fidèles du régime, alors combien ils sont lors des dernières élections présidentielles en 2024, il y a eu quand même 20% des électeurs qui ont voté pour Jalili, complètement radical, donc il y a une base populaire pour le régime, qu'on le veuille ou non. Et de l'autre côté, effectivement, il y a des gens qui haïssent le régime, qui l'haïssent de plus en plus. Et puis, effectivement, l'option, l'Iran est un pays complexe, un pays multiethnique, avec effectivement 50% de Persans. La deuxième minorité, groupe ethnique, c'est les Azéris. Ensuite, vous avez les Baloutches, les Kurdes, etc. Et vous avez des groupes armés kurdes qui sont basés en Irak et des groupes armés Baloutches qui sont basés au Pakistan, qui veulent l'autonomie ou l'indépendance de la partie qui leur correspond en Iran. Et il y a une grande peur à ce sujet en Iran. Donc, j'écoutais la BBC Persan ce matin. Il disait, il semblerait que les bombardements, notamment israéliens, maintenant se concentrent sur les parties ethniques, des petits villages. Donc, l'idée, c'est sans doute d'affaiblir les forces de sécurité présentes pour que les groupes kurdes éventuellement puissent commencer à mener une insurrection. Et donc effectivement, un scénario catastrophe pour l'Iran, quand même, ce serait effectivement une guerre civile. C'est un danger possible, un scénario possible en Iran, et c'est quand même très différent de celui qu'on nous vend, d'une belle démocratie qui va arriver en oubliant quand même les catastrophes qu'ont été les interventions militaires dans toute la région. Ne parlons pas de la Libye, et que même en Iran même, depuis très très longtemps, il n'y a pas une intervention étrangère qui a été bénéfique pour le pays. On ne sait jamais. L'histoire n'est pas toujours, ne se renouvelle pas toujours, mais voilà, ce scénario de guerre civile, en tout cas, il est très craint en Iran même. Je suis effaré. En tant que citoyen, je suis effaré. Même, je vais à des débats. Maintenant, à la limite, les journalistes vous disent, oui, d'accord, oui, nous, on veut parler de la guerre, donc la légitimité de cette guerre, oui, ok, d'accord, mais en gros, c'est ennuyeux ce que vous dites, quoi, je veux dire, mais c'est quand même très, très grave, quoi, je veux dire. Donc, il n'y a plus de règles maintenant. Et puis quand ça finalement, l'Iran, c'est loin, ça nous concerne, finalement, c'est pas les Français qui meurent, excusez-moi, je caricature, mais c'est ils meurent, ok, c'est le coup à payer, etc., mais c'est horrible, quoi, je veux dire, donc maintenant, n'importe quel pays peut attaquer n'importe quel autre pays, il faut qu'il soit du bon côté, quoi, je veux dire, donc du côté occidental, quoi, voilà. Et puis on nous parle de la démocratie, écoutez, sans compter toutes les contradictions de ce discours. Tout d'un coup, la démocratie, je revis un peu, je me rappelle en tant que citoyen, est-ce que j'ai vécu pour la Libye, est-ce qu'on a vécu pour l'Irak? Écoutez, moi je travaille sur l'Iran depuis plus de 20 ans, etc. Évidemment que la démocratie, tout le monde y pense en Iran. L'Iran était un premier pays de la région à se doter d'une constitution en 1906. C'est une longue lutte, la lutte pour la démocratie en Iran. Évidemment que c'est important, mais tout d'un coup, il faut qu'il y ait la démocratie en Iran et que les Occidentaux attaquent. Donc je soupçonne quand même un petit peu c'est un petit peu intéressé. Tout d'un coup, la démocratie, c'est le bon argument. Pourquoi pas en Arabie Saoudite, la démocratie? Pourquoi pas au Qatar? Pourquoi pas aux Émirats? Pourquoi pas au Maroc? Pourquoi pas en Tunisie? En Tunisie, après les printemps arabes, c'est une démocratie un petit peu hésitante. Donc, cet argument que la guerre va apporter la démocratie, sans parler du coût humain, et ça justifie, maintenant le droit, comme vous avez raison, je pense que c'est très grave, très dangereux. Quel monde on prépare? Donc,
Je m'en rappelle, c'était un homme politique mexicain après l'attaque donc française, si je me rappelle bien, anglaise et américaine en Libye. Il disait bon, mais prévenez-nous, hein, quand est-ce qu'on va être attaqué, parce que je veux dire, donc maintenant voilà, les pays occidentaux décident eux-mêmes qui est dans le bon camp et qui est dans le mauvais camp et qui on peut attaquer, qui on peut pas attaquer. Donc il y a plus de règles, quoi. Donc tout d'un coup, c'est oubli des règles dans l'enthousiasme pour la guerre du moment. Et en oubliant les victimes civiles, je trouve que c'est un peu effarant et c'est très inquiétant.